Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce journal au sommaire. Le Forum mondial de l'eau s'est ouvert en Indonésie. La gestion et l'accessibilité de la ressource sont au cœur des échanges de cette 10e édition. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a conduit la délégation sénégalaise. Il a procédé à l'ouverture du pavillon du Sénégal. En santé, les maladies cardiaques très complexes sont désormais prises en charge au centre pédiatrique Como de l'hôpital Fann, où sont internés les enfants. Le seul fruit de la coopération et de la collaboration entre médecins sénégalais et canadiens qui partagent des expériences. Le Tchéboudienne, l'île de Saint-Louis ou encore le parc des oiseaux de Djoudj, ce sont des trésors intégrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils sont l'objet d'une rencontre internationale sur les architectures futures et les patrimoines organisés par la ville de Saint-Louis. Bienvenue. L'eau, une prospérité partagée, c'est le thème du 10e Forum mondial de l'eau qui se tient actuellement à Bali en Indonésie. Les dirigeants du monde se sont donné rendez-vous donc dans la capitale indonésienne après Dakar. Les enjeux liés à la gestion et à l'accessibilité durable de la ressource sont au cœur des échanges. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a conduit la délégation sénégalaise. Il a, dans la foulée, procédé à l'ouverture officielle du pavillon au Sénégal. Envoyés spéciaux à Bali, à Ndiaye et à Lamine Touré. L'île des Dieux ou encore Bali, au rythme du 10e Forum mondial de l'eau, les délégations officielles des États membres de cette organisation ont très tôt rejoint le centre de conférence de la ville avec comme préoccupation essentielle l'accessibilité de la ressource aux populations des grandes agglomérations, mais aussi des zones éloignées où la question est devenue un enjeu vital. On avait fait à Dakar ce qu'on appelle le Blue Deal pour la sécurité de l'eau, pour la paix et le développement. Et toutes les belles expériences du Sénégal, mais également entre le Sénégal et les pays limitrophes sur la gestion transfrontalière du fleuve, sur l'hydrodiplomatie, mais également sur les expériences en matière de gestion de l'eau et accès de la population à l'eau et à l'assainissement. Tout cela avait été partagé avec des résultats extrêmement satisfaisants. Il s'agissait donc ici, en venant à Bali, pour notre pays, de venir consolider les résultats que nous avions obtenus à Dakar et de tenir toujours notre rang. Le Sénégal est l'un des pays leaders en Afrique et même dans le monde dans tout ce qui touche à l'eau et à l'hydrodiplomatie. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour passer le flambeau à l'Indonésie et 2 ans après, notamment en 2026, le Sénégal devrait organiser encore avec les Émirats arabes unis la conférence des Nations unies sur l'eau. Le Forum mondial de l'eau est donc un rendez-vous stratégique à la dimension des attentes de la communauté internationale dans la gestion efficiente de la ressource. Sur l'île des Dieux, communément appelée Bali, se déroule une séquence multilatérale importante qui inscrit la question de l'eau comme une priorité au niveau planétaire. De Dakar à Washington, en passant par Londres, l'accessibilité de la ressource est une question vitale. Pourquoi? Tout simplement parce que les infrastructures d'évacuation de ces eaux sont vétustes, il faut les changer, et tout cela dans un contexte de changement climatique. L'ambition de mon ministère, c'est d'aller vers les grands transferts d'eau pour faire venir l'eau du canal du lac de Guerre par le canal du Cayor ou du Bawal, la revitalisation des vallées fossiles, un peu partout pour arroser le Sénégal, le reverdir, mais aussi permettre à l'agriculture de se développer par l'installation des fermes qui seront installées par le ministère de l'Agriculture, par l'élevage aussi qui va se développer, mais par la structuration de chaînes de valeur une fois qu'on a maîtrisé l'eau. C'est pour vous dire que l'ambition est très claire, la vision est très claire, et aujourd'hui ici nous discutons avec tous les partenaires du monde qui ont aussi déjà initié des projets dans ce sens, qui sans doute viendront au Sénégal pour nous accompagner là-dessus, pour qu'on aille vite. On est aujourd'hui dans le tempo de l'urgence. Les Sénégalais sont pressés. Le président nous a dit de faire rapidement le travail qu'il faut. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a ouvert officiellement le pavillon du Sénégal après avoir assisté à plusieurs rencontres sectorielles. Le docteur Cheikh Tidiane Dièye a salué la mobilisation de la délégation sénégalaise. Il a, dans ces dynamiques, expliqué la volonté du nouveau gouvernement sur l'urgence de changer de paradigme en matière de maîtrise et d'accessibilité de l'eau. Les propos du ministre m'ont plus que rassuré. Je pense que j'ai apprécié la profondeur et surtout le fait qu'il ait été focus sur vraiment l'action. On a, au-delà de l'action, sur des résultats.
nous sommes toujours à les mêmes forums et on remarque quelquefois qu'il n'y a pas d'eau dans certaines régions. Aujourd'hui, il est temps qu'on pose des actes pour qu'à tous les niveaux, c'est un élément essentiel que nos populations aient de l'eau et que les services d'assainissement soient à leur disposition. C'est vraiment un défi énorme, mais il est temps d'aller très vite. Les acteurs institutionnels, la société civile et le privé ont effectué le déplacement sur l'île de Bali et plusieurs présentations sont prévues tout au long de cette séquence multilatérale. Nous restons toujours à Bali. Il a dirigé d'une main de maître à la tenue du 9e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar en 2022. Abdoulaye Sène a fait le déplacement également en Indonésie pour transmettre le flambeau à l'Indonésie. Le voici avec Lamine Touré. Il est revenu sur les enjeux et les attentes du Sénégal dans cette 10e édition du Forum mondial de l'eau. Le monde entier a élaboré rigoureusement et adopté ce qu'on a appelé le Blue Deal, un pacte sur l'eau qui aujourd'hui constitue le levier à travers lequel le monde entier est en train de construire l'agenda mondial de l'eau. Ce Blue Deal sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement vise justement à mobiliser le monde entier, mais aussi toutes les échelles de gouvernance afin d'assurer la sécurité de l'eau pour tous, le droit à l'eau, assurer la sécurité des ressources, multiplier les ressources, une gouvernance inclusive, mais surtout aussi la coopération et les partenariats. Le Sénégal a dépêché une forte délégation pour assister véritablement à ce forum international sur l'eau. On a constaté, on a senti la présence du secteur privé, il y a le secteur institutionnel. Aujourd'hui, véritablement, quelles sont les attentes du Sénégal par rapport à cette rencontre? Nous sommes venus pour partager notre expérience parce qu'il s'agit d'un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous sommes venus aussi pour proposer des solutions, mais surtout organiser des concertations pour que le Blue Deal puisse nous aider à conduire le monde entier vers les solutions du futur pour l'eau. Nous avons pour cela pris des engagements très forts. Notre ministre et nos grands experts vont participer dans les panels de haut niveau. Nous avons des conférences et des panels dans lesquels nous allons également participer. Mais nous avons surtout tenu à établir un pavillon. Je pense qu'en dehors du Maroc, nous sommes le seul pays africain à être présent dans un pavillon, en tout cas, de la qualité que vous avez constatée. Voilà donc l'ouverture de la 10e édition du Forum mondial de l'eau en Indonésie. Introduction des langues nationales dans le système éducatif, des ressources numériques en grammaire et en orthographe sont produites. L'expérimentation a ciblé 6 langues conformément à celles choisies dans le cadre du modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal. Plus de détails avec Massamba Thian. La rencontre des différents acteurs concernés a duré 2 jours. Répartis en groupes en fonction des 6 langues nationales retenues dans le cadre du modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal, MOEPS, ils ont étudié, analysé et procédé à la validation des ressources numériques proposées en orthographe et en grammaire. Il fait suite à donc, une série d'activités comportant à la fois la production et le partage du cadre méthodologique de production de ces documents, la production des unités d'apprentissage dans toutes les langues précitées, la revue de ces unités d'apprentissage pour en déterminer la portée et les limites. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dernière phase qui est la validation. On nous a permis quand même de travailler en langue, de faire des unités d'apprentissage en langue qu'ils vont numériser. Donc pour nous, c'est quand même un progrès. Et ça répond nettement aussi à nos attentes, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est question de mettre les langues nationales à l'école. La rencontre des différents acteurs concernés a duré 2 jours. Répartis en groupes en fonction des 6 langues nationales retenues dans le cadre du modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal, MOEPS, ils ont étudié, analysé et procédé à la validation des ressources numériques proposées en orthographe et en grammaire. L'objectif est de rendre disponibles et accessibles les ressources destinées à renforcer les capacités des personnels du ministère de l'Éducation nationale.
près d'un Sénégalais sur deux est dépourvu de compétences en numératie et en littératie qui lui permettent de vivre normalement dans une société ou dans des sociétés fortement structurées par l'économie du savoir. Et si l'on veut aujourd'hui développer nos pays, il nous faut mettre l'accent sur la formation du capital humain. Et je crois que l'éducation non formelle, l'alphabétisation en règle générale va jouer un rôle déterminant dans ce processus-là. Et donc, le recours au numérique permettra non seulement, comme je l'ai dit, d'élargir l'accès, mais d'imprimer une assurance qualité à ces apprentissages. La validation des ressources numériques en langue nationale pour le renforcement des capacités vise à conférer aux unités d'apprentissage une assurance qualité, et ce pour une meilleure prise en charge des actions d'encadrement et de formation des acteurs au niveau central et déconcentré. Nous ouvrons un chapitre sanitaire avec la lutte contre le paludisme, le programme de chimioprévention du paludisme saisonnier, mais en Afrique par 13 pays, touche à sa fin. Les membres des pays impliqués sont à Dakar pour acquérir des compétences afin de mieux communiquer sur les résultats qui sont obtenus. Le compte-rendu est signé Fanta Badji. Chimioprévention du paludisme saisonnier. La méthode consiste à administrer des doses préventives d'antipaludiques aux enfants vivant dans des zones à haut risque. L'approche a permis de réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Cependant, toutes les cibles ne sont pas atteintes. Il s'agit ici d'optimiser la stratégie pour des résultats probants. Ce projet a permis de voir un peu quels sont les gaps que les pays rencontraient et comment donc pallier à ces gaps et donc proposer des stratégies nouvelles, innovatrices qui permettent d'augmenter la couverture de la CPS, de pouvoir la donner aux enfants qui sont les plus susceptibles et de pouvoir donc réduire le poids du paludisme dans ces pays-là. L'initiative portée par l'Université de Thiès avec la collaboration de partenaires a permis d'identifier les obstacles liés à la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier dans 13 pays d'Afrique ciblés par le programme. C'est de vraiment faire un renforcement de capacité programme sur comment mieux communiquer les résultats de recherche. Le projet visait surtout à voir comment modéliser cette approche afin donc de réduire le coût efficacité. L'objectif de cette rencontre est d'amener les différents pays impliqués dans le projet à présenter les résultats de leurs différentes interventions sous forme de base de données. Mais la grande problématique, c'est que quand nous administrons les enfants avec nos équipes, des agents de santé, les mamans doivent continuer à administrer des doses restantes. Et on s'est rendu compte que ces doses restantes n'étaient pas correctement administrées, ce qui ne permettait pas aujourd'hui d'avoir l'efficacité souhaitée. Donc nous avons proposé une approche basée sur les communautés elles-mêmes. Donc après le passage des équipes, des agents de santé, les communautés s'étaient mobilisées pour pouvoir aider les mamans à administrer les comprimés. Et cela nous a permis d'avoir des résultats aujourd'hui à hauteur des souhaits. Maintenant qu'on a des résultats, comment aussi le communiquer en dehors de ce groupe? Comment arriver à partager les résultats dans des articles scientifiques ou alors lors de conférences internationales? Comment arriver à savoir qu'en Afrique de l'Ouest, beaucoup de choses sont faites. Il y a des choses innovantes qui sont faites. Maintenant, il faut savoir le communiquer. Le programme de chimioprévention du paludisme saisonnier qui a démarré en 2020 touche à sa fin. Le partage des différentes expériences effectuées permettra d'ajuster et d'adapter le projet aux besoins identifiés afin de prévenir efficacement le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Je vous le disais en titre, le centre cardio-pédiatrique Kouomo est un centre qui prend en charge les pathologies cardiaques les plus complexes, équipé d'un plateau technique très moderne et d'un personnel qualifié. Il est une référence aujourd'hui pour toute l'Afrique, alors que les premiers cas étaient référés à l'étranger. Des spécialistes plaident pour rendre plus accessibles les soins. Les médecins canadiens séjournent d'ailleurs au Sénégal chaque année. On en parle avec Ramatadem. Le centre cardio-pédiatrique Kouomo a démarré ses activités en 2017 avec un équipement dernière génération. On a un équipement aux standards internationaux. Et sur le plan de l'équipement technique et de l'environnement, on est au même niveau que les Canadiens. Avec un personnel qualifié qui prend en charge des cas complexes. Il y a des centaines de malformations cardiaques avec des degrés de complexité quand même croissants. Je dirais qu'actuellement, l'équipe de FAN, entre nos missions, parce qu'il faut
ils continuent à opérer même quand on n'est pas là, sont capables de prendre en charge maintenant au moins la moitié, sinon les 2/3 des malformations cardiaques. Et avec les missions à répétition, on augmente graduellement la complexité des malformations. Le seul facteur bloquant, l'accès aux soins. Bien qu'étant plus accessible en Afrique que dans d'autres continents, le coût reste néanmoins encore élevé pour une certaine frange de la population. La chirurgie est très peu accessible ici. Il y a moins d'1% des patients qui ont besoin d'opération qui sont opérés. Et vous avez 85% de mortalité. Donc c'est important de dépister tôt. Actuellement, c'est 3,5 millions l'opération. Et une bonne partie des Sénégalais n'ont pas les moyens de supporter ces coûts. Autre facteur bloquant, le dépistage précoce. Pour une prise en charge à temps de nombreuses pathologies ou malformations complexes. Ici, on a des cas qu'on va diagnostiquer plus tard ou des cas qui ont été diagnostiqués il y a quelques années, mais pour lesquels la famille n'avait pas accès aux soins. Donc, on a effectivement des cas plus complexes, plus vieillis, qu'on pourrait dire, et donc plus avancés, très souvent. La subvention peut être une alternative afin de rendre plus accessibles, financièrement bien sûr, ces interventions. Les privés peuvent aider à subventionner ce genre de centre en subventionnant les consommables, ce qui permet de réduire les coûts. Mais il y a un gros effort à faire pour rendre ces interventions, disons, financièrement accessibles aux Sénégalais. De l'avis des spécialistes canadiens, le centre cardio-pédiatrique Cuomo est une référence pour l'Afrique et il faut mettre les moyens pour le préserver. Le centre Cuomo, qui est une perle pour le Sénégal, ça a été inauguré il y a 8 ans et c'est le seul centre actuellement en Afrique de l'Ouest qui peut dispenser ce genre de traitement-là. D'ailleurs, il y a des médecins et des patients de d'autres pays qui viennent maintenant se faire enseigner ou traiter. Et c'est une perle qu'il va falloir maintenir. Il faut mobiliser la société sénégalaise pour qu'elle s'investisse dans ce centre, qu'elle le subventionne, trouver des donateurs locaux et encourager cette équipe à continuer à traiter les enfants et à devenir surtout un pôle d'excellence pour d'autres régions du Sénégal et d'autres pays de la région aussi. De plus d'une trentaine de millions de francs CFA pour une intervention à l'étranger au centre Cuomo, elle est à 3,5 millions. Des coûts moins élevés certes, mais pour une meilleure prise en charge des dossiers en souffrance dans le centre et qui compte beaucoup sur les missions humanitaires, l'implication des bonnes volontés pourrait permettre leur prise en charge dans les meilleurs délais. Du 28 au 31 mai se tient donc à Dakar le forum des matériaux innovants et de la construction durable en Afrique de l'Ouest. Pour préparer cet événement, une conférence de presse s'est tenue à l'ESP Dakar pour expliquer les enjeux de la rencontre. Sidna Lunfal. Cette conférence de presse qui s'est tenue à l'ESP s'inscrit dans le cadre du lancement des activités du forum des matériaux innovants et de la construction durable en Afrique de l'Ouest. Le forum se tiendra du 28 au 31 mai 2024 au Grand Théâtre de Dakar. Il vise à repenser la construction en Afrique de l'Ouest. Nous avons donc soumissionné pour l'organisation de ce forum, dont l'objectif principal est de créer un réseau des acteurs de la construction durable. Pourquoi ce besoin? Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes confrontés à des changements climatiques qui nous obligent à nous adapter, notamment en matière de construction. Donc, pour que les résultats de la recherche puissent être vulgarisés, il faut donc ce réseau qui va être constitué d'enseignants-chercheurs, des gens de l'administration, mais également des entreprises qui sont censées mettre en œuvre les résultats de la recherche. Le forum MIC-DAO va s'articuler autour de plusieurs activités. Séminaires d'innovation avec des panels et ateliers, conférences internationales avec la participation des chercheurs du monde entier, en plus des rencontres en marge des événements officiels. Et quand on dit les participants sont composés essentiellement de l'ensemble des acteurs de l'écosystème construction ou matériaux de construction. Tous les acteurs,
qui interviennent dans ce secteur, que ce soit des architectes, que ce soit des bureaux de contrôle, que ce soit des entreprises, que ce soit le monde de la recherche universitaire dans l'innovation, que ce soit même des gens de la finance qui financent le bâtiment ou le développement des matériaux, et même des partenaires. Donc ce sont ces acteurs au niveau des différents pays qui vont se regrouper pendant les 2 premiers jours autour d'un séminaire pour réfléchir à la mise en place d'un réseau pour continuer à partager. Plus de 200 participants de 4 pays sont attendus à cette rencontre d'échange d'exposition sur l'avenir des matériaux innovants et de la construction durable en Afrique de l'Ouest. Dans un instant, nous passons à l'actualité des régions. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation continue ses visites de prise de contact avec les acteurs de son département. Abdourahmane Diouf était à Thiès pour visiter l'université Iba Der Thiam de Thiès et les grandes écoles de la ville. Le compte-rendu est signé Mamadou Sakine. La rencontre avec responsables pédagogiques, étudiants et syndicalistes a permis au ministre de mieux s'imprégner des mots de l'enseignement supérieur à Thiès. Les problèmes sont nombreux. On a des problèmes pédagogiques, des problèmes de classe, on a des problèmes de dortoir, le fameux pavillon, on a des problèmes de restaurants. Il y a des problèmes partout. Mais quand je dis que ma satisfaction existe, c'est qu'aussi partout où j'ai vu des problèmes, j'ai entrevu des solutions. Des solutions qui seront concrétisées avec le concours de l'ensemble des acteurs. Pour y arriver, le ministre prône une démarche inclusive et participative. Nous allons travailler avec tous les différents acteurs qui sont présents et nous espérons que dans des délais raisonnables, les différents chantiers seront livrés. Et une fois que ces chantiers seront livrés, l'université de Thiès et toutes les grandes écoles qui gravitent autour d'elle pourra continuer sa montée en puissance. J'en suis sûr, je n'ai aucun doute. Continuez à travailler comme vous l'avez toujours fait, dans un esprit patriotique, en prenant en compte le fait que vous êtes en face d'un nouveau gouvernement qui est en train de prendre ses marques. Le gouvernement annonce des concertations sur la stabilisation de l'année académique la fin du mois. Des concertations attendues avec beaucoup d'espoir par la communauté universitaire. Le Tchéboudienne, l'île de Saint-Louis ou encore le parc des oiseaux de Djoudj, des trésors inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour préserver et valoriser ces acquis, donc c'est le sens des rencontres sur les architectures futures et patrimoine organisé à Saint-Louis. Un rendez-vous d'échange entre experts sénégalais et étrangers. Ils réfléchissent sur les opportunités qui sont liées donc à la valorisation justement du patrimoine de l'île de Saint-Louis. On en parle avec Abdou Ouad. Des rencontres sur les architectures futures et les patrimoines de Saint-Louis. Ce moment de dialogue entre les acteurs culturels et les experts ouvre une opportunité de réfléchir sur les possibilités de préserver et de valoriser le patrimoine. Aujourd'hui, on est réunis ici pour parler des patrimoines, pour parler des architectures futures, et tout en pensant que le futur n'est rien d'autre que la répétition du présent. L'éternel présent, c'est le futur. Et ce futur qui a besoin de la jeunesse de ce pays, qui a besoin de la culture de ce pays, aujourd'hui nous invite à réfléchir, mais aussi à prendre des actions écologiques, nobles et respectueuses pour un meilleur présent pour notre Sénégal. Parmi les participants à la cérémonie, des partenaires en provenance de la Havane et de Bilbao, deux villes qui ont des similitudes avec Saint-Louis, telles que leur inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Il se trouve que la ville de la Havane et celle de Bilbao au Pays Basque partagent avec Saint-Louis un élément essentiel qui est la présence de l'eau, une présence structurante et qui sert maintenant de prétexte pour trouver des liens entre toutes ces villes inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, afin de partager les expériences et les expertises et de faire de sorte que ces rencontres ouvrent des perspectives nouvelles en termes de prise en charge et d'appréhension des problématiques qui certes peuvent être différentes, mais ont souvent aussi un fil conducteur. Ici, le fil conducteur va être l'eau.
4 patrimoines de la région de Saint-Louis sont mis à l'honneur: le Thiéboudjen, l'île de Saint-Louis, le parc ornithologique de Djoudj et le trésor humain vivant décerné à un fils de Saint-Louis, Pape Amadou Sow Zumba. Valoriser de tels acquis reste un défi à relever à tout prix. Il faut travailler en innovant et apprendre du passé. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de préserver ces éléments-là. Au-delà de la volonté politique, c'est l'engagement des acteurs. C'est nous qui avons demandé l'inscription. Donc il faudrait que de notre côté, qu'on puisse ensemble contribuer à la préservation du site, mais aussi à tout ce qu'il y a comme aspect de valorisation au niveau de Saint-Louis. Nous avons le programme de développement touristique qui est en cours de réalisation et nous pensons que, et le souhaitons qu'une fois que ces différents chantiers, ne serait-ce que les 36 qui sont annoncés, soient réhabilités, ça va donner encore beaucoup le sourire, en tout cas à nous Saint-Louisiens qui sommes sur le site et qui veillons à ce que Saint-Louis reste sur la liste du patrimoine mondial. Le développement économique de Saint-Louis repose en grande partie sur son patrimoine culturel. Les acteurs travaillent sur diverses approches pour gérer et préserver ce précieux héritage. Voilà donc le patrimoine culturel de Saint-Louis qui fait l'objet d'échanges pour sa valorisation. Voilà, merci à vous tous de votre attention, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vais vous retrouver pour la version Wolof.